Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. On voit qu'il y a pas mal de bonjours dans le chat, donc ça se connecte, on est déjà 60, plus de 60. Bonjour. On va attendre quelques minutes pour les retardataires au cas où. On Bien sait sûr. que tout le monde sort du bureau, donc c'est super. Il y a vraiment des gens de tous les départements, donc ça nous fait plaisir, même du Canada et de la Belgique, donc c'est très chouette. Alors je suis pas spécialisé sur le droit canadien, hein, disons-le Mmh. tout de suite. On va parler location courte Au durée en Aujourd'hui, ce France sera et en France. location saisonnière en France. Voilà. C'est ça. Peut-être pour une prochaine fois, mais bon, pour le moment, on se concentre sur la France. Voilà. C'est ça. Et il y a déjà de la matière. Ah, il y a de quoi dire, il y a de quoi dire. Bon, super, bon, on peut se lancer déjà, et commencer un petit peu le webinaire. Les gens se connectent, donc c'est top. Très bien. Bah, en tout cas, on est très, très contents parce que c'est notre premier webinaire en français et on a eu 430 inscrits. Donc, c'est vraiment ça nous fait plaisir et ça nous donne envie d'en organiser un peu plus par la suite. Donc, merci beaucoup d'être là ce soir avec nous. C'est vraiment génial, ça nous fait chaud au cœur. Aujourd'hui, sujet un peu d'actualité sur la fiscalité et les nouveautés légales en France pour les locations saisonnières. Donc, c'est vraiment le sujet du moment parce qu'on est tous devant les fiches d'impôt. Je crois que la première date limite pour certains départements, c'est le 25, non, si je ne me trompe pas, Maître Boujard. Quelque chose comme ça. Il y a 3 zones en France avec 3 dates successives et notamment pour la région parisienne, ça va être vers le 8 ou le 9 juin, quelque chose comme ça, donc c'est étalé dans le temps. Voilà, c'est ça. Il reste quelques semaines, mais c'est pas une chose à faire au dernier moment. Et on a pas mal de propriétaires et de gestionnaires de location saisonnière qui débutent dans cette activité et qui avaient besoin un peu d'être éclairés à ce sujet parce que c'est vrai que ça peut être un peu casse-tête de faire la déclaration des revenus locatifs. Donc, c'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Notamment. Merci beaucoup, hein, Maître Boujard, d'être avec nous. Ça nous fait super plaisir. Vous êtes un peu l'expert à ce sujet en étant avocat en droit immobilier. Donc, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, je vais vous montrer rapidement. Moi, je me présente aussi, je suis Clara Messian et je m'occupe en fait de tout le contenu francophone de Logify. Et je suis aussi spécialiste en marketing. Avant qu'on commence, pour que tout le monde puisse bien participer au webinaire, je vais vous faire quelques précisions. Pour que vous puissiez nous entendre, il faut accepter les autorisations audio sur Chrome ou sur votre navigateur. Si vous êtes face à votre ordinateur, vous ne pouvez pas nous parler directement, mais vous pouvez bien sûr écrire des questions tout au long de la session, donc n'hésitez pas. La plateforme est en anglais, donc si vous avez des questions, vous devez cliquer en bas sur Ask a question. Et comme ça, nous, on essayera de répondre au maximum de questions à la fin de la session. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, des idées pour des webinaires en français plus tard. Vous pouvez partager ça avec nous dans Say Something Nice. Vous ne pouvez faire que des commentaires très positifs. Donc, c'est une blague, vous pouvez écrire ce qui vous passe par la tête. Donnez-nous des idées pour de futurs sujets, ça nous fera aussi plaisir. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas vraiment rester jusqu'à la fin, on va envoyer un replay de ce webinaire et on va aussi le poster sur notre blog. Donc, même si vous avez envie de rester jusqu'à la fin pour assister aux questions-réponses, c'est super. Si vous ne pouvez pas, on va enregistrer tout ça et on se fera un plaisir de vous envoyer ça dans les 48 heures. Voilà, pour le déroulement, on va présenter rapidement Logify pour celles et ceux qui n'utilisent pas la plateforme. Et ensuite, je laisserai la parole à Maître Dimitri Boujard qui nous donnera plein d'informations très, très utiles sur la fiscalité et toutes les nouveautés légales aussi voilà, pour la déclaration des impôts, etc., pour les gestionnaires de location saisonnière. Et on finira par 15 minutes, si on arrive à respecter le timing de questions-réponses, on essaiera de répondre à un maximum de participants. Voilà. Logify, on sait qu'ici, il y a pas mal de gens qui l'utilisent, mais pour celles et ceux qui ne l'ont jamais utilisé, je vous explique en quelques minutes ce que c'est. C'est un logiciel de location saisonnière et en fait, ça vous aide à avoir tout centralisé sur une même plateforme. Donc, vous avez toutes vos réservations qui viennent soit de réservations directes ou soit des agences en ligne, vos calendriers avec les iCalls que vous pouvez synchroniser, les paiements. Donc, tout se trouve au même endroit.
Et nos fonctionnalités principales, c'est d'abord, vous pouvez créer votre site web grâce à Logify. Donc, vous pouvez recevoir des réservations directes. Pour faire le site web, c'est assez facile. En fait, ça se fait en quelques clics avec des modèles. Donc, vous pouvez mettre vos photos, faire vos descriptions, vos conditions de paiement, tout ça au même endroit et recevoir par la suite directement les réservations sur votre site personnalisé. Ensuite, on a un channel manager qui vous connecte à toutes les OTA en ligne, telles que Airbnb, Booking, Expedia. Et on a la gestion centralisée des réservations de toutes ces OTA, en fait. Et depuis peu, on est connecté à Google Rentals, qui prend de plus en plus de place en ligne. Donc, c'est la location de vacances de Google qui s'affiche dans les premiers résultats. Comme ça, vous pouvez directement lier votre site Logify et recevoir des réservations directes et aussi apparaître plus haut par rapport à des OTA en ligne. Ce qui vous permet aussi de garder une longueur d'avance et peut-être d'être un peu plus autonome face aux réservations et surtout aux agences en ligne. Et depuis peu, on a retravaillé l'appli où vous pouvez gérer toute votre activité de location saisonnière grâce à l'application et recevoir directement toutes les notifications sur l'appli. Voilà, si vous voulez essayer, il y a un essai gratuit de 7 jours. On vous en reparlera à la fin. Et voilà, je laisse la parole à notre expert, parce que je ne suis malheureusement pas experte en impôts en France. Mais ça me fait très plaisir que vous soyez avec nous. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Et voilà, présenter Je vous aussi où vous êtes remercie. présent en ligne. Effectivement, alors, je me présente, Dimitri Boujard, avocat inscrit au barreau de Paris depuis 1995. Je suis donc expert en droit immobilier et fiscalité immobilière puisque je dédie la totalité de mon activité pour le conseil aux investisseurs immobiliers. Donc, si vous êtes présent ce soir, c'est qu'a priori, soit vous faites déjà de la location saisonnière ou location courte durée, je reviendrai sur la terminologie dans quelques instants, soit que vous souhaitez en faire et que vous posez pas mal de questions certainement, notamment sur la fiscalité. On parlait déclaration d'impôt, je vais y revenir aussi, mais également sur les règles juridiques qui encadrent de plus en plus la location en courte durée en France. Et on va voir ça ensemble. Évidemment, j'ai à peu près 40 minutes pour vous en parler. On réservera une session de questions-réponses. Je vais effleurer certains sujets, je vais approfondir certains autres sujets. Et il me semble que l'actualité est particulièrement riche et importante pour toutes les personnes qui veulent se lancer ou poursuivre leur activité le plus sereinement possible. Je suis moi-même investisseur immobilier depuis maintenant plus de 20 ans et j'ai une location courte durée dans le sud de la France que j'ai confiée à une société de conciergerie puisque je suis en région parisienne. Donc, vous imaginez bien qu'il serait un petit peu difficile pour moi de m'en occuper autrement qu'en m'adjoignant le concours, alors soit d'une conciergerie, soit d'une agence immobilière. Là encore, il y a des écoles qui divergent. J'ai, je dois le dire, un petit faible pour les conciergeries, puisque bien souvent, les conciergeries sont créées par des investisseurs qui se disent, puisque je le fais pour moi, je vais également le faire pour d'autres, alors que dans les agences immobilières, on n'a pas toujours la même qualité de service. Donc, chaque formule a des avantages, des inconvénients. Et puis enfin, troisième casquette, c'est ma casquette d'entrepreneur web, entre guillemets. Ça veut dire que j'ai une activité sur Internet. J'ai un groupe Facebook, Jurissimo Invest. On verra tout ça dans la dernière slide. Vous pouvez me contacter très facilement par Messenger, par mail. J'ai une chaîne YouTube, l'avocat investisseur, sur laquelle vous pourrez retrouver de nombreuses vidéos. Et puis, je vous parlerai également de mon produit, le droit d'investir. Voilà, mais tout de suite, je pense qu'on va pouvoir justement entrer dans le vif du sujet avec quand même un rappel des bases sur la location meublée, LMNP, LMNP. Alors, vous allez me dire, attendez, LMNP, LMNP, ça y est, on commence tout de suite dans les acronymes BIC, micro, BIC, oh là là, où est-ce qu'on va? Alors, rassurez-vous, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et vous allez voir que en mettant les bonnes choses dans les bonnes cases, finalement, tout s'imbrique parfaitement. Tout d'abord, pourquoi la location meublée? Parce que la location saisonnière, c'est par hypothèse de la location meublée. En fait, la location saisonnière n'est juste qu'une déclinaison d'un type de location meublée. Moi, je distingue 3 types de location meublée. La location meublée longue durée à l'année que vous allez faire sur un studio, par exemple. Vous avez un étudiant qui va venir de 3 ans dans votre studio. Très bien, c'est facile. OK. Ensuite, la colocation, où là, on passe un cap supplémentaire pour avoir plus de rentabilité et on a plusieurs locataires. Et enfin, une déclinaison qui est la location saisonnière.
Je préfère à titre personnel parler plutôt de la location de courte durée parce que j'estime que le mot location saisonnière est un petit peu réducteur. Je sais pas pour vous, Clara, dans votre esprit, mais moi, quand j'entends saisonnier, je pense à saison et donc je pense à été et hiver. C'est Voilà, vrai. C'est vrai qu'on entend beaucoup les 2. Nous, souvent, on parle de location saisonnière pour vraiment mettre en avant la location de vacances, en fait. tout à Donc c'est fait. pour ça. Mais courte durée, on l'utilise également, c'est vrai. Bien sûr, parce qu'entre les périodes de vacances, il y a quand même une vie qui se passe et de plus en plus, les habitudes de consommation de la location courte durée ont changé. Certaines personnes qui partaient, par exemple, une semaine en stage, pour le compte de leur entreprise, aller à l'hôtel, maintenant, elles préfèrent aller dans une location de courte durée. Des familles qui allaient à l'hôtel ou au camping vont parfois maintenant préférer également aller dans une location de courte durée avec 2, 3, 4 chambres. C'est plus le même mode de consommation et pour toutes les périodes autres que les vacances, on a des gens qui se déplacent aussi pour aller voir de la famille, pour aller, comme je le disais, dans des déplacements professionnels, dans des séminaires. Maintenant, on peut travailler aussi à distance. Donc, moi-même, si je le souhaite, bah, il m'arrive parfois de partir 3, 4 jours. Je ne vais pas dans un hôtel, je vais dans une location courte durée parce que je trouve ça plus sympathique. J'ai ma propre cuisine, ce qui est quand même pas souvent le cas dans une chambre d'hôtel, a priori. Je sais qu'on ne va pas venir faire mon lit le matin, etc. Donc, location meublée de courte durée, c'est une déclinaison de la location meublée. Alors maintenant, LMNP, LMP, pourquoi? Ça, ces acronymes désignent des statuts de loueurs meublés. Et en France, nous avons 2 statuts de loueurs meublés. Loueur meublé non professionnel, le fameux LMNP, qui est le statut le plus couru par les investisseurs immobiliers. Je vais revenir pourquoi dessus. Et LMP, loueur meublé professionnel, qui est un statut qui prend de l'ampleur pour une raison simple, c'est que depuis quelques années, lorsqu'on franchit certains seuils, on n'a plus le choix et on se retrouve automatiquement en loueur meublé professionnel. Je ne vais pas reprendre tout l'historique, ça serait un petit peu fastidieux. Simplement, sachez que ce bouleversement, littéralement, hein, découle d'une décision du Conseil constitutionnel de 2018 qui a supprimé un des critères de passage en loueur meublé professionnel, à savoir la nécessité d'aller s'inscrire au registre du commerce et des sociétés. Donc maintenant, si vous remplissez 2 seuils, je vais y revenir tout de suite quand on va voir les BIC, eh bien, vous passez automatiquement sous le statut loueur meublé professionnel. Alors, on le voit, le type de location, location meublée saisonnière ou de courte durée, 2 statuts, loueur meublé non professionnel, loueur meublé professionnel, et le tout chapeauté par un régime fiscal, les fameux BIC. Alors, qu'est-ce que les BIC? Ben, les BIC, c'est pareil, c'est pas si compliqué que ça signifie bénéfices industriels et commerciaux. Pourquoi? Si vous faites de la location nue en France, vous serez sous le régime de ce qu'on appelle les revenus fonciers. Et les revenus fonciers, bah, la location nue, il n'y en a qu'une seule, hein. C'est la location nue d'un bien immobilier à l'année, soit pour des célibataires, soit pour une famille, peu importe. Mais c'est régi par la loi de 1989 sur les baux d'habitation. De la même façon, la location meublée classique à l'année et la colocation sont régis par la loi de 1989. En revanche, les baux relatifs à la location courte durée échappent, eux, à la loi de 1989, puisque par hypothèse, nous ne sommes pas dans le régime du bail d'habitation. Et s'agissant de location meublée, le législateur a estimé que le régime fiscal des locations meublées de façon générale était celui des bénéfices industriels et commerciaux. Ça peut s'expliquer pour diverses raisons, mais disons que c'est quand même un petit peu plus complexe. Il faut notamment meubler son logement. Il y a une liste qui est décrite par un décret de 2015. Donc, c'est très important d'avoir une bonne liste. Quand on fait la location d'habitation, la liste est nécessaire. Évidemment, si on fait de la location de courte durée, vous doutez bien, pardon, que ça sera en meublé, parce que j'ai encore jamais vu quelqu'un arriver une semaine avec ses meubles. Par contre, on peut le voir dans les annonces, on peut voir parfois l'option pour les draps. Là, peut-être qu'on y reviendra dans les questions, mais est-ce qu'il faut mettre des draps ou pas? Moi, j'ai tendance à dire que sur la location courte durée, il faut quand même proposer les draps et ne pas en faire une option, mais ça, c'est un point de vue personnel en tant que voyageur. Alors,
BIC, principe et évolution. Eh bien, l'évolution, c'est celle dont je vous parlais tout à l'heure. Le régime fiscal des BIC est applicable à toutes les locations meublées, mais le calcul des BIC va être différent suivant le statut du loueur et suivant également le choix qu'on peut avoir sur les BIC. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle du micro-BIC. Vous le voyez à la ligne 3, le micro-BIC utile ou pas. Alors, qu'est-ce que le micro-BIC? Le micro-BIC est un régime fiscal qu'on va avoir par défaut sous un certain seuil de revenus locatifs meublés annuels. De mémoire, c'est à peu près 72 000 € de revenus locatifs et on pourra être en micro-BIC sous ce seuil. Si on ne choisit pas d'opter pour le régime dit du réel, par défaut, en dessous de ce seuil, on est en micro-BIC. En quoi ce micro-BIC consiste-t-il? En réalité, c'est assez simple. Vous prenez vos revenus locatifs meublés, par exemple 30 000 € de revenus locatifs meublés sur une année, vous divisez ces revenus par 2, ça vous donne 15 000, et vous déclarez ces 15 000 € dans votre déclaration de revenus. Je suis persuadé que parmi toutes les personnes qui nous écoutent ce soir, certaines personnes ont opté pour le micro-BIC en se disant ben, c'est bien, c'est super simple. Moi, je touche, alors, on va partir sur des petits revenus. Moi, je loue une chambre chez moi de temps en temps. C'est donc de la location meublée de courte durée, évidemment, quand même, hein. Mais que, comme ce sont des revenus modestes, quelques milliers d'euros, il peut être utile de prendre du micro-BIC parce que ça va avoir le mérite de la simplicité et vous n'aurez pas besoin d'un expert comptable pour faire votre déclaration de revenus. Je vais vous préciser un petit peu ça sur la déclaration de revenus, bien évidemment. Et ça, c'est la solution de facilité. En revanche, pour les investisseurs qui achètent un bien dédié à la location de courte durée, voire même pour les personnes qui en achètent plusieurs, il va souvent être beaucoup plus intéressant d'opter pour le régime dit du réel. Le réel, c'est l'autre déclinaison des BIC. Ça signifie que vous allez avoir votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant total de vos loyers, et vous allez déduire du montant total de votre loyer l'ensemble des charges ou des amortissements qui sont admis par le fisc. Alors, je reprends mon exemple. J'ai 30 000 € de revenus locatifs meublés. Mais si j'ai acheté un bien exprès pour ça, je vais pouvoir déduire déjà la totalité des frais d'acquisition. On a coutume de dire en France les frais de notaire. Vous voyez, Clara, en France, les frais de notaire s'élèvent de environ 7,5 à 8% de la valeur du bien, ce qui n'est pas négligeable. Donc, on va pouvoir les déduire ou les amortir suivant les choix qu'on va opérer. Et je ne saurais trop vous conseiller déjà, écoutez bien ça, à titre personnel, je ne saurais trop vous conseiller, si vous optez pour le régime du réel, de vous adjoindre évidemment les services d'un expert comptable. Car la comptabilité ne s'improvise pas. On peut avoir des tutos sur Internet, on peut lire des blogs sur le sujet, mais en réalité, par exemple, les amortissements, et je vais y revenir dans un instant pour vous expliquer de quoi il s'agit, les amortissements sont régis par des tables d'amortissement qui sont éditées par le service des impôts, et les experts comptables vont appliquer ces tables d'amortissement, ce qui ne sera a priori pas votre cas. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Alors, on a tout d'abord ces fameux frais d'acquisition qu'on a coutume d'appeler abusivement les frais de notaire. Je dis abusivement car en réalité, sur 7,5 à 8% dits de frais d'acquisition ou de frais de notaire, on a à peu près 80 à 90% de taxes et d'impôts. Les émoluments du notaire représentent une toute petite partie de ces frais. On va avoir ensuite les travaux. Et sur la location meublée, ce qui est très intéressant, c'est que quelle que soit la nature et l'importance de vos travaux, vous allez pouvoir soit les déduire de vos revenus locatifs meublés, soit les amortir. Je vais revenir dans un instant sur cette option d'amortissement. Ensuite, vous allez avoir toutes les charges classiques, la taxe foncière, les assurances, les meubles. Vous faites de la location meublée, à un moment, il faut bien acheter des meubles. Les frais de gestion locative, si vous en avez, les frais d'expertise comptable, les intérêts d'emprunt. Et en plus de tout ça, vous allez pouvoir également amortir la valeur du bien. De quoi s'agit-il? Exemple chiffré, toujours. J'achète un bien, je vais prendre un exemple simple, 115 000 €.
je considère que sur les 115 000 €, j'ai 15 000 € qui correspondent à la valeur du terrain. En province, on a coutume de dire que la valeur du terrain est à peu près de 10 à 15 de la valeur de l'achat global. Donc, si je déduis 15 000 €, ce qui fait 15 dans mon cas, il me reste 100 000 € qui correspondent cette fois-ci à ce qu'on appelle le bâti, c'est-à-dire l'immeuble en lui-même. Donc, on a le terrain et on a le bâti. Et ces 100 000 €, je vais pouvoir considérer qu'ils correspondent à la valeur d'un immeuble qui va se déprécier dans le temps. Ça, c'est une règle purement fiscale et comptable. Et pourquoi le fisc va vous autoriser, du coup, à déduire une fraction de la valeur chaque année du bien immobilier de vos revenus locatifs? Tout simplement parce que le fisc considère que comme nous sommes dans une fiscalité commerciale, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, je ferai un petit aparté sur la nature de l'activité dans un instant quand même. Donc, comme c'est une fiscalité commerciale, votre immeuble est quelque part votre outil de travail et il perd de la valeur parce qu'on l'use, tout simplement. Ce qui est extraordinaire dans le droit fiscal français, c'est qu'en réalité, si vous avez fait un bon investissement, vous allez constater que votre immeuble devrait, sur le moyen et le long terme, moyen terme 10, 15 ans, long terme au-delà de 15 ans, au contraire, prendre de la valeur, à condition, bien sûr, de tout simplement vous occuper correctement de votre bien. D'accord? Donc, vous allez pouvoir amortir la valeur. Votre expert comptable se chargera de l'amortissement. D'accord? D'où l'importance d'avoir un expert comptable. Et grâce à l'ensemble de ces charges et de ces amortissements, vous allez en réalité pouvoir dégager, c'est un peu le graal du loueur en courte durée, tout au moins de certains d'entre eux, dégager du cash flow net avant impôt en ayant après pas d'impôt pendant une durée X. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans l'ensemble des détails. Sachez simplement qu'il existe sur Internet des outils qui vous permettent de calculer et de simuler votre cash flow et votre fiscalité après impôt en fonction des chiffres que vous rentrez, bien évidemment. Sachez également que vos experts comptables favoris peuvent vous faire également ce genre de simulations qui vont être souvent plus exactes. Ils vont appliquer rigoureusement au cas par cas les règles des amortissements notamment, alors que vous avez plutôt des outils qui sont des outils d'aide à la décision sur Internet et plus approximatifs. Évidemment, ce sont des outils. Ce n'est pas l'expertise d'un expert comptable. Par contre, ils coûtent moins cher que la simulation d'un expert comptable. Alors, maintenant, fiscalité et sous-location, juste petit point, et ensuite on verra les fameux 50%. Vous allez voir de quoi je veux parler. Et il faut toujours un petit peu garder le suspense quand même. Donc, et je reviendrai juste avant de passer à la slide suivante, je reviendrai également sur la nature de l'activité. Fiscalité et sous-location. Pourquoi je vous parle de ça? Peut-être que parmi vous, il y a des loueurs en courte durée, mais qui pratiquent la sous-location professionnelle. Alors, on dit professionnelle, c'est une facilité de langage, c'est pour la distinguer d'une sous-location tout à fait occasionnelle. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que on va voir un propriétaire et on lui dit: «Cher monsieur, vous ne faites pas grand-chose de votre bien ou en tout cas, vous ne le louez pas de manière optimisée. Louez-le-moi et vous me donnez l'autorisation de le sous-louer en location courte durée». D'accord? Donc ça, vraiment, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France, notamment parce que en fait, c'est l'intermédiaire, donc le sous-loueur, qui va tout simplement prendre à sa charge, l'utilisation d'un logiciel comme Logify pour créer les annonces, synchroniser le calendrier, et cetera, et cetera. Et le propriétaire du bien, lui, n'aura simplement qu'à encaisser chaque mois son loyer. Et ça reste de la location immobilière et l'intermédiaire, donc le sous-loueur pro, lui va avoir, s'il fait ça en nom propre, la fiscalité tout simplement attachée au BIC et à la location meublée de courte durée, qui présente certaines particularités et je vais y revenir dans un court instant. Mais gardez en tête que même en sous-location, ça reste de la location immobilière. Alors, les fameux 50%, de quoi s'agit-il? Si Ça, vous ça intéresse. On voit déjà qu'il y a des questions à ce sujet. Donc, c'est toujours le fameux 50% qui revient. Voilà, voilà, exactement. Et ça,
j'essaye un petit peu de tordre le cou régulièrement à ces 50 sur internet. Ça m'exaspère parce qu'en réalité, c'est un abus de langage, mais qui entraîne pas mal de confusion chez les investisseurs. Tout à Alors fait. de quoi est-ce que je parle quand je parle des 50? Vous lirez très souvent sur internet que le montant des revenus locatifs meublés ne doivent pas dépasser 50 du revenu global, en fait, du foyer fiscal. Mais cette formulation est impropre et génère des erreurs. Pourquoi? Parce que quand vous dites location meublée par rapport à 50 du revenu global, vous allez regarder quel est le total de vos revenus sur votre feuille d'imposition et puis, vous allez regarder le montant de vos revenus. Mais si ça se trouve, sur votre avis d'imposition, on a englobé des revenus fonciers, on a englobé des dividendes, alors que justement, ces revenus n'entrent pas dans le calcul pour l'appréciation du seuil. C'est la raison pour laquelle je vous invite plutôt à raisonner de la façon suivante pour savoir si vous allez passer d'un statut loueur meublé non professionnel au statut loueur meublé professionnel. Alors revenons justement sur les 50 et le passage d'un statut à l'autre. Là encore, c'est finalement assez simple. D'accord? On va répondre aux questions, ne vous inquiétez pas, il y aura des questions, mais je fais mon petit développement et puis on va reprendre les questions, un petit peu à la fin. On a réservé, une session de questions-réponses pour ça. Donc, globalement, vous êtes loueur meublé non professionnel. Et écoutez bien parce que ça a une importance énorme en ce qui concerne votre imposition. Donc, vous êtes loueur meublé non professionnel tant que vous ne remplissez pas les 2 conditions cumulatives suivantes. Si vous restez en dessous de 23 000 € de revenus locatifs meublés, vous êtes par défaut loueur meublé non professionnel. Évidemment, je vais vous expliquer la fiscalité attachée à ce statut. Si vous dépassez 23 000 € de revenus locatifs par an, vous n'êtes pas forcément pour autant loueur meublé professionnel. Il faut que le montant de vos revenus locatifs meublés soit supérieur au montant de vos revenus d'activité professionnelle et uniquement d'activité professionnelle. Vos salaires, vos rémunérations de gérant, vos salaires de président de SAS, vos rémunérations d'agriculteurs, de travailleurs non salariés, vos retraites, qui sont des revenus de remplacement. D'accord? En revanche, on ne prendra pas en compte dans ce calcul, comme je le disais, principalement les revenus fonciers ou principalement également les dividendes. On peut avoir aussi des intérêts d'obligations, ce genre de choses. Donc vraiment, vous ne devez retenir que vos revenus professionnels et en plus, vous devez retenir vos revenus professionnels nets, c'est-à-dire après déduction, je vais prendre le cas le plus fréquent, des 10 ou des frais réels pour les salariés. Exemple, j'ai 30 000 € de revenus locatifs meublés, j'ai 50 000 € de salaire, je suis loueur meublé non professionnel. Petite précision complémentaire, si vous êtes marié ou pacsé et non pas en concubinage, parce que là, nous aurions 2 foyers fiscaux différents. Si vous êtes marié ou pacsé, on va prendre en compte la totalité des revenus du foyer fiscal. Mais on prendra aussi en compte la totalité des revenus locatifs meublés du foyer fiscal. Donc c'est à double tranchant. D'accord? Alors, je vais peut-être quand même, parce que là, pour l'instant, on ne parle pas de la revente ni ce genre de choses. Je vais peut-être quand même répondre à une question qui dit: «Et si on dépasse 23 000 € ainsi que notre revenu avec plusieurs sources de LMNP?» Alors, c'est plusieurs sources de revenus locatifs meublés, soit en nom propre, soit en indivision. L'indivision, c'est par hypothèse du nom propre. Simplement, vous êtes plusieurs copropriétaires, en quelque sorte, du même bien. Vous avez des parts indivises du bien. Donc, vous pouvez détenir un bien vous seul. Et si vous percevez également une fraction de revenus locatifs meublés à raison de parts que vous avez dans une indivision sur un bien immobilier, on va additionner les deux pour apprécier le franchissement des 23 000 ou de vos revenus professionnels. Alors du coup, on va peut-être passer à la slide suivante parce qu'on a une particularité justement sur la location en courte durée. Là, ce que je vous ai décrit sur le statut du loueur meublé, c'est justement l'article 155 du Code général des impôts. Mais, alors là, je parle du réel, hein, attention, je ne parle pas du micro-BIC dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure avec l'abattement des 50%.
Oui, il y a aussi une catégorie particulière de classement à 71 d'abattement, qui est la location meublée classée, qui est une procédure spécifique et qui doit être adoptée le plus souvent lorsqu'on détient les biens depuis longtemps et qu'on n'a plus grand-chose à déduire ou à amortir. Donc là encore, il y a des calculs très spécifiques à faire. D'accord? Donc je ne vais pas répondre malheureusement à tous les cas particuliers. On reviendra sans doute sur les questions particulières à la fin. Mais là, je vous donne quand même les règles générales pour vous permettre de vous y retrouver. Et donc, là, LMNP, LMP, les 23 000 euros et le second critère de passage, à savoir des revenus locatifs meublés supérieurs à vos revenus professionnels, ça, c'est l'article 155 du Code général des impôts. Mais juste après, nous avons une particularité. Il faut savoir que le fisc et plus généralement le législateur français aime bien mettre des petites choses particulières avec des dérogations, des sous-dérogations. C'est assez terrible. Et nous avons l'article L611-1 du Code de la sécurité sociale qui vise particulièrement vous, les loueurs en courte durée. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand vous lisez cet article, vous apercevez que si vous faites de la location en courte durée, vous serez considéré comme un loueur meublé professionnel au sens social du terme et non pas au sens fiscal du terme. L'article 155, c'est le Code général des impôts. L'article L611-1, c'est le Code de la sécurité sociale. Donc, vous serez considéré comme un loueur meublé professionnel au sens de l'URSSAF, c'est-à-dire de la sécurité sociale, sur le seul dépassement de 23 000 euros de revenus locatifs meublés en courte durée par an. Et oui, pas de chance. Si vous avez, exemple, 25 000 euros de revenus locatifs qui proviennent de locations saisonnières, de locations courte durée, de locations touristiques, location Airbnb, peu importe l'appellation, et que vous gagnez 50 000 euros par an, vous êtes fiscalement loueur meublé non professionnel, mais vous êtes socialement loueur meublé professionnel. Quelle est la conséquence majeure? Et c'est ça que vous devez vraiment avoir en tête, c'est que dès lors, vous allez avoir une obligation de vous immatriculer auprès de l'URSSAF en qualité de professionnel de la location meublée de courte durée. Et ça va avoir des conséquences. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail du calcul, mais maintenant, quand même, assez schématiquement. Première hypothèse, vous êtes globalement loueur meublé non professionnel et je vais dire que vous touchez 15 000 euros de revenus locatifs meublés. Si vous avez opté pour le régime du réel, vous déduisez de ces 15 000 euros vos charges réelles, admettons 10 000 euros. Il reste 5 000 euros qui vont s'ajouter à votre tranche la plus haute. Alors là encore, je pars du principe que vous êtes à peu près familiarisé avec le fait qu'il y a dans le droit fiscal français des tranches d'imposition en fonction des revenus. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, on va revenir sur les questions. Donc si vous êtes dans une tranche à 30%, vos 5 000 euros s'ajouteront et seront fiscalisés dans la tranche à 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux. En revanche, si vous êtes à 30 000 euros de revenus locatifs meublés, on va calculer ça autrement, puisque l'URSSAF va calculer des cotisations sociales sur votre résultat. Donc, admettons qu'on soit toujours à 5 000 euros de résultat parce qu'on avait 25 000 euros de charges. Très bien, d'accord? Charge au sens global, charge déductible plus amortissement. Donc, il nous reste 5 000 euros de résultat. L'URSSAF va calculer 35 à 40% de charges sociales sur ce résultat. Et après déduction des charges sociales, le reste du résultat sera fiscalisé dans votre tranche à 30%. Vous voyez quand même que c'est un petit peu complexe et que globalement, de toute façon, là, le challenge principal actuellement des loueurs qui veulent faire de la grosse location courte durée, c'est-à-dire dépasser 23 000 euros par an. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, hein. Moi, je conseille beaucoup d'investisseurs immobiliers. Donc, en général, les investisseurs immobiliers ne veulent pas se contenter d'une location courte durée.
là-dessus, je ne porte pas du tout d'appréciation, hein, ne vous y trompez pas. Si on veut juste louer une chambre chez soi pour arrondir cette fin de mois, c'est très bien. Et là, ça sera beaucoup plus simple parce que vous avez même, si vous ne le faites que très occasionnellement, des plafonds en dessous desquels vous serez exonéré d'impôts. Mais ils sont à peu près ridicules. C'est quelques milliers d'euros en fonction du nombre de mètres carrés suivant la région par an. Donc, autant vous dire que vous n'irez pas très loin. Si c'est quelques milliers d'euros un petit peu au-dessus, vous serez globalement en loueur meublé non professionnel, donc sans problème d'immatriculation à l'URSSAF. Et si vous devez venir un loueur meublé professionnel parce que vous avez des ambitions plus importantes, eh bien, vous allez vous heurter à la problématique de l'URSSAF. Alors, donc, pour répondre quand même à la Moyenata qui nous dit donc dois-je être considéré comme un LMP au sens fiscal du terme? Il me semblait pourtant avoir répondu. Si vous dépassez 23 000 euros et votre revenu avec plusieurs sources de location meublée, donc vous remplissez les deux critères et vous êtes effectivement loueur meublé professionnel. Voilà. Alors, comment échapper un petit peu à ces complications URSSAF? Eh bien, pour moi, l'une des meilleures techniques, c'est la SCI. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante. Mais quand même, donc restons sur la slide, je vais revenir sur votre fameuse déclaration de revenus. Parce qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais tout ça est bien beau ce que je vous dis, mais concrètement, comment vous faites? Eh bien, il y a 2 options. Soit vous avez pris le micro BIC, donc par hypothèse, si vous prenez le micro BIC en général, c'est parce que vous ne souhaitez pas prendre d'expert comptable, donc vous économisez des frais d'expert comptable. Alors, ça ne veut pas dire que vous prenez forcément le plus mauvais ou le meilleur des régimes, ça veut dire que vous n'avez pas forcément fait le calcul pour savoir quel était le meilleur régime pour vous. Mais en tout état de cause, vous n'aurez ça sera assez simple puisque vous allez déclarer dans la case ad hoc. Alors, je ne connais pas les cases par cœur hein, parce que j'ai mon expert comptable qui s'en occupe, mais vous allez déclarer dans la case ad hoc le montant de vos revenus locatifs meublés en courte durée après l'abattement des 50% ou des 71% si vous êtes en meublé classé de tourisme. Et puis, finalement, ensuite, c'est le service des impôts qui va se charger de calculer l'impôt supplémentaire en découlant. Par contre, comme je vous l'ai dit, si vous êtes au réel, je pars du principe que vous avez pris un expert comptable, que l'expert comptable, lui, il va avoir pour tâche d'éditer une liasse fiscale, puisque là, c'est un bilan. Hein, quand on est au BIC, au réel, c'est l'établissement d'un bilan. Donc, bilan, on a le bilan, on a le compte de résultat, on a des annexes avec les amortissements, etc. etc. Ça fait 15-20 pages. Et donc, c'est en fonction du résultat qui va être calculé par votre expert comptable que vous allez reporter le montant du résultat à l'occasion de votre déclaration de revenus sur internet. Et là, évidemment, votre expert comptable se fera un plaisir quand même de vous indiquer quelle est la bonne case à renseigner, suivant que vous êtes en bénéfice ou en déficit. D'accord? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions puisqu'on arrive à la LCD et à la SCI. Donc, c'est impeccable parce que Sébastien nous dit on ne peut pas louer en SCI car activité civile et non commerciale, donc SARL ou SNC, non. Eh bien non, non, justement, vous posez la question non. Et ça me permet de me faire ma petite parenthèse sur la nature de l'activité. Alors, ça, c'est un débat récurrent sur Internet. Je suis sûr que Clara a dû voir un petit peu. On lit un peu partout que la location meublée serait une activité commerciale, voire que la location meublée en courte durée serait une activité commerciale. Alors, on va distinguer les deux. Et là, c'est une question qui me passionne, donc je pourrais vous en parler longuement. Et néanmoins, je vous dirais où aller retrouver des choses argumentées sur le sujet, parce qu'il ne suffit pas de lire un forum Facebook où quelqu'un va vous affirmer de façon péremptoire que c'est une activité commerciale pour que ça soit vrai, bien évidemment. Donc, la location meublée, simple, hein, pas courte durée, est une activité civile. Alors ça, c'est de jurisprudence constante. Il n'y a pas de contestation sur ce point. C'est jugé depuis plus de 100 ans, d'accord? Et donc, sur la location classique meublée, c'est une activité civile. La location meublée ne figure pas
au titre de l'article, je crois L110 du code de commerce, au titre des activités commerciales. Donc la location meublée classique, activité civile, il y a pas de discussion sur ce point, même pas avec mes confrères, d'accord? Sur la location meublée de courte durée, là, il y a une vraie discussion parce que vous retrouverez sur internet 2 décisions de la Cour de cassation 2018-2020, dont une lecture un petit peu hâtive pourrait vous laisser Sébastien nous Mmh. dit: «C'est mon expert comptable qui me l'a indiqué». Mais oui, Mmh. les experts comptables ne sont pas des juristes, Sébastien, c'est bien tout le problème. Alors je ne leur reproche pas parce que je serais bien incapable de vous sortir une liasse fiscale de loueur meublé, chacun son métier. Mais ils confondent en réalité la nature de l'activité avec la fiscalité de l'activité. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la fiscalité est bien commerciale. Sauf que l'activité en elle-même est civile. Et oui, c'est comme ça. Et pourquoi je vous le dis? Tout simplement parce que la location meublée de courte durée n'est jamais qu'une déclinaison de la location meublée, tout simplement. Et je vous le dis, la Cour de cassation n'a jamais jugé, mais je vous le dis, n'a jamais jugé ni affirmer le principe que la location de courte durée était une activité commerciale. Seule une lecture hâtive de ces 2 décisions peut laisser à penser, et les commentaires qui en découlent, y compris par certains de mes confrères avec lesquels je ne suis pas d'accord, peut laisser à penser que la Cour de cassation aurait tranché en ce sens. En réalité, c'est faux. Et je vous invite à cet égard à aller voir ma chaîne YouTube, l'avocat investisseur. Sur YouTube, vous tapez l'avocat investisseur. J'ai fait une vidéo de 50 minutes, donc là, vous aurez un petit peu de contenu, dans laquelle j'ai analysé les décisions de la Cour de cassation. Je suis remonté aux décisions de cour d'appel qui ont donné lieu à ces 2 décisions de la Cour de cassation et j'ai également analysé la décision plus récente de cour d'appel à propos de la notion d'activité commerciale ou non. Et pour faire simple, la location courte durée, à l'heure actuelle, n'est pas une activité commerciale. Ce qui peut prêter effectivement à confusion serait une location courte durée plus plus, c'est-à-dire avec des services annexes qui feraient tomber le loueur en courte durée dans la para-hôtellerie. Parce que là, fiscalement, si on tombe dans la para-hôtellerie, on n'est plus dans une activité de location, on est dans une activité commerciale de prestation de services. Les prestations de services prenant le pas sur l'activité location. Donc vous le voyez, là, on a un vrai point. Donc retenez le principe et allez voir là-dessus, c'est très argumenté sur ma chaîne YouTube. Je n'ai pas le temps de tout redévelopper, c'est pas le sujet. Alors maintenant, pour revenir à notre SCI, à la LCD. La SCI peut parfaitement louer en courte durée. Pourquoi? Parce qu'il faudra juste que la SCI soit à l'IS, impôt sur les sociétés. Nous aurons donc une société civile immobilière qui pratique une activité civile, activité de location meublée, activité civile, avec une fiscalité commerciale qui est celle de l'IS, impôt sur les sociétés. Et dès lors, vous pourrez voir que ça ne pose pas de difficulté. D'accord? Voilà. Donc, pourquoi c'est très intéressant? Parce que j'ai longuement détaillé tout à l'heure la LCD et les charges sociales. Et donc, par conséquent, lorsque vous faites de la location courte durée en société civile immobilière, vous n'êtes pas assujetti à l'URSSAF. Et ça, c'est extraordinaire parce que du coup, votre fiscalité va en être extrêmement simplifiée. Alors attention, c'est un bon choix, mais ce n'est pas forcément un bon choix pour tout le monde, car la SCI va supposer la création d'une personne morale, des obligations de tenue de comptabilité, de bilan annuel, d'assemblée générale. L'argent ne tombera plus sur votre compte bancaire directement, mais sur le compte bancaire de la société civile immobilière. Et la fiscalité ne sera pas non plus la même en cas de revente du bien, puisque là, encore une fois, vous ne percevrez pas directement le fruit de la vente et le régime fiscal de la plus-value ne sera pas le même que celui des particuliers. Donc, vous le voyez, attention. D'accord? La SCI peut être très intéressante pour éviter la problématique de l'immatriculation à l'URSSAF en l'état actuel des textes, hein, puisque l'article L611 ne s'applique en fait qu'aux personnes physiques et non aux personnes morales. Alors là, il y a des renvois d'articles, c'est un petit peu compliqué. Sachez que cet article a été modifié, je crois, 3 ou 4 fois en 4 ans.
Donc, autant vous dire que ça change régulièrement et que pour tout ça, vous avez sacrément intérêt à vous tenir au courant via votre expert comptable ou votre avocat favori. Et du coup, eh bien, la SCI peut être effectivement un bon choix à condition de prendre en compte les contraintes qui vont en découler. Sachez également que pour sortir de la SCI, bah, ce n'est pas si facile que ça. On ne peut pas prendre un bien schématiquement, hein, très régulièrement, j'ai la question. Voilà, je fais de la location courte durée, mais je vais dépasser les seuils, je vais être immatriculé à l'URSSAF. Est-ce que je peux prendre mon bien et le mettre dans la SCI? Ben non, c'est trop tard. En fait, il aurait fallu acheter le bien dès l'origine avec la SCI. De la même façon, vous ne pouvez pas prendre un bien, le piocher dans la SCI et le sortir comme ça. Il va y avoir des conséquences fiscales importantes. Donc tout ça ne s'improvise pas et vous devez être conseillé par des professionnels pour définir correctement vos objectifs et votre stratégie, notamment pour la location de courte durée. Voilà, donc on a fait un petit point sur tout ça. Je crois que la slide suivante, c'est la slide de conclusion, mais du coup, maintenant, on va passer, avant la conclusion à proprement parler, aux questions-réponses, si vous en êtes d'accord, Clara? Ouais, tout à fait. Alors, on va regarder tout ça. Il y a eu pas mal de questions. C'est vrai que nous, on essaye de conseiller, mais il faut toujours vraiment faire appel à un expert, à un avocat, un expert comptable, parce que souvent les lois changent, on n'est peut-être pas au courant des derniers textes de loi et c'est toujours très compliqué d'être à jour avec tout ça. Donc, c'est vraiment super que vous soyez là pour nous donner plein de réponses précises, parce que c'est ce qu'on a besoin. Je vois ici, vous voulez qu'on commence par quoi? On a pas mal de questions, hein. Alors, on va regarder Je vais ça. remonter un petit peu aussi dans la discussion, tout Ouais, simplement. Tout à l'heure, j'en avais pris une à la volée, OK. mais on va remonter. Donc, il faut bien déclarer, No nous disait, alors je suis désolé, je n'ai que ce que vous avez renseigné quand vous êtes connecté, donc ça peut être bizarre parfois. No nous disait, il faut bien déclarer le chiffre d'affaires total sur sa déclaration et ne pas faire soi-même l'abattement de 50. Alors là, pour le coup, je ne sais plus parce que je ne suis pas au micro BIC et ne procédant pas à la déclaration, mais faisant établir une liasse fiscale par mon expert comptable, je ne déclare pas. Par contre, vous devez cocher la case du régime fiscal. Donc, a priori, je serais tenté de vous dire effectivement qu'il faut déclarer la totalité, mais bien cocher le fait que vous êtes en micro BIC. Ceci étant, attention, avec votre déclaration d'impôt, vous avez une notice d'information. Donc, il y en a une qui fait seulement quelques pages, mais vous pouvez aussi retrouver sur le site du gouvernement, alors une notice malheureusement, il y en a une très très complète, mais qui fait, je crois, 200 pages en PDF. Donc, vous aurez toutes ces explications. Là, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, c'est à vérifier. Alors, Brian nous disait il aurait été plus ludique d'avoir un support visuel pour les prochaines. Alors, j'avais préparé quelques slides, mais je pense qu'il aurait été fastidieux de vous décrire ligne par ligne. Moi, je voulais vous donner quand même les grandes lignes pour que vous compreniez comment tout ça s'enchaîne et que vous ayez une vision globale. Après, rentrer dans les détails avec les articles, les abattements, les pourcentages, etc. Je pense que c'est plutôt une source de complications qu'autre chose parce que vous avez tous des situations différentes. Donc ça va, voilà. Ça, sur d'autres sujets, c'est peut-être effectivement plus ludique. Là, les grandes lignes, pour moi, j'aime bien insister sur des points particuliers. Alors Sébastien Ouais. nous disait, c'est amortissement. Oui, Clara, vous vouliez Non, je disais juste, c'est vrai, il y a beaucoup de chiffres. Nous, on pourra essayer de notre côté de faire un résumé avec certains exemples que vous avez donnés, comme ça, ce sera à l'écrit. C'est vrai que c'est peut-être mieux pour suivre et on prend en note, bien évidemment, le commentaire. Donc, tout oui, à oui. fait. Alors, si amortissement, le jour de la vente, on paye de la fiscalité en sortie. Alors là encore, le jour de la vente, ça veut dire vente égale pour moi calcul de plus-value. Si on est sur le régime fiscal des particuliers, donc justement, ensuite Jean-Claude Morand nous a dit le régime des plus-values à l'IR s'applique, 0 IR si plus de 22 ans, il devrait le confirmer. Donc, régime des plus-values des particuliers, ce qui suppose que vous soyez loueur meublé non professionnel. Attention. Et là, vous allez voir, c'est pas simple non plus, malheureusement, avec le fameux article L611-1 du Code de la sécurité sociale. Donc, globalement, on a 3 régimes de plus-value. Régime des plus-values des particuliers. Vous faites de la location meublée, courte durée ou non, et vous êtes en dessous du seuil des 23 000. Plus-value des particuliers, pendant les 5 premières années de détention du bien, si vous vendez et que vous réalisez une plus-value, je ne rentre pas dans les détails du calcul, mais globalement, si vous vendez plus cher que ce que vous avez acheté, après, il y a des choses
qui entre en ligne de compte dans le calcul, mais vous revendez plus cher, vous dégagez ce qu'on appelle une plus-value. Et pendant les 5 premières années, vous allez être taxé à 36,2% sur cette plus-value. Ces 36,2% se décomposent en 19% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Et là, à partir de la 6e année, les taux vont décroître. Mais pour être précis, Jean-Claude, le régime sera de 0 d'impôt sur le revenu après 22 ans. Mais par contre, si vous êtes totalement exonéré des 19% d'impôt à l'issue des 22 ans de détention, vous n'êtes exonéré en totalité des 17,2% de prélèvements sociaux qu'après 30 ans de détention. Donc, vous devrez continuer à payer des prélèvements sociaux sur votre plus-value. Alors, ça va décroître aussi entre 22 et 30 ans, mais vous aurez encore des prélèvements sociaux jusqu'à 30 ans de détention. Donc, vous voyez, ça, c'est un peu compliqué. Maintenant, plus-value des professionnels. Si vous êtes passé en LMP, ça va être plus compliqué. Ce sont d'autres textes fiscaux qui s'appliquent. Et retenez que sur la partie amortie de vos biens, vous allez payer cette fois-ci des cotisations sociales, encore appelées charges sociales. Pas forcément un super régime, il y a des calculs complexes à réaliser. Et ensuite, on pourrait aussi être fiscalement loueur meublé non professionnel parce que le montant global de vos revenus meublés est inférieur au montant des revenus professionnels du foyer fiscal. Donc, vous êtes fiscalement LMNP, mais socialement LMP parce que à l'intérieur de ces revenus meublés qui sont globalement inférieurs à vos revenus professionnels, vous dépassez 23 000 € en location courte durée et que donc le code de la sécurité sociale vous assujettit à l'URSSAF. Et alors là, très sincèrement, en l'état actuel des textes, je ne sais pas comment on va calculer la plus-value. Parce que vous avez le fisc qui peut dire, mais c'est la plus-value des particuliers, donc abattement pour durée de détention, et l'URSSAF qui vous dit, mais pas du tout, c'est un calcul de plus-value distinct avec mes charges sociales sur la partie amortie du bien. Alors que en loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire plus-value des particuliers, il n'y a pas de réintégration de l'amortissement dans le calcul. Vous voyez, ça ne va pas être simple. Alors, on va passer à une question suivante. Donc, si RP avec amortissement 0 hier. Alors attention, RP, pour moi, c'est résidence principale. Retenez quand même bien en France que le principe de la vente de la résidence principale, c'est l'absence totale d'imposition sur la plus-value, à condition, ne faites pas les plus malins, à ce que ça soit bien votre résidence principale. Le fisc veille au grain. Ne vous amusez pas à essayer de tricher là-dessus, pas plus qu'ailleurs, parce que le fisc a tous les moyens et de plus en plus de vérifier si c'est bien votre résidence principale. Alors, tout à l'heure, on a parlé, Michel nous disait bonjour, sachant que je suis en micro BIC-LMNP au forfait meublé classé, donc déduction 70%, et que j'occupe la maison 3 à 4 mois par an, puis-je déduire des entretiens? Non, si vous êtes au micro, le principe, c'est que vous ne pouvez pas déduire les charges réelles. Ça, c'est simple. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. On ne peut pas louer en SCI car activité civile, j'ai répondu. C'est mon expert comptable qui me l'a indiqué. J'ai répondu également que malheureusement, il se trompait. Alors, pas dans ses calculs, il se trompe sur la nature civile de l'activité. Ensuite, alors les chambres d'hôtes, c'est encore un régime spécifique et régi par d'autres textes. Donc, je n'aurai pas le temps de rentrer dans le régime spécifique des chambres d'hôtes. On a un article à ce sujet sur notre blog, donc je l'enverrai plus tard. C'est vrai que les chambres d'hôtes, c'est toujours particulier. Voilà, les chambres d'hôtes relèvent encore d'autres textes. Donc, pour tout vous dire, vous avez aussi une notice sur le site de l'URSSAF qui distingue entre diverses typologies et notamment, c'est une notice qui fait 8 pages, qui n'est pas très facile à interpréter. Mais si vous, dans Google, qui est votre ami peut-être, vous tapez location meublée URSSAF, vous allez atterrir sur le site de l'URSSAF qui pourra vous donner des éléments d'information complémentaires. Sinon, je vous invite vivement à vous rapprocher de votre expert comptable également. Perrard qui nous cite un extrait de économie.gouv. Alors, moi, je me réfère au Code général des impôts ou au Code de la sécurité sociale, très sincèrement. Voilà, parce que je trouve que leurs explications sont toujours un peu alambiquées. On a une question sur la CFE. Est-ce qu'elle est systématiquement due quand on loue en meublé courte durée? Bien,
Ça dépend des communes en réalité, ça dépend des localisations. Et son calcul n'est pas aussi unifié non plus. Donc c'est assez complexe et c'est pas systématique. Sachez que normalement, par principe, on a de la CFE sur les locations meublées, mais c'est un petit peu complexe puisqu'on peut se retrouver à devoir aussi, quand on fait de la location meublée de courte durée, dans certaines régions, à payer la taxe d'habitation en plus de la CFE. Ce sont des sujets qui sont un petit peu compliqués. Alors, Michel, il y a une case différente pour le meublé classé. Là, vraiment, pour les cases, je ne connais pas par cœur les cases, donc je ne me risquerai pas. Surtout qu'en plus, ils s'amusent à nous les changer chaque année. Je l'avais constaté en faisant mes déclarations de SCI. Donc, vous avez des numérotations qui changent. Et là, il faut voir cette année quelles sont les cases concernées. Je suis navré, je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne le connais pas par cœur. Du coup, quel impact entre LMP et LMNP? Alors, je dirais plutôt quel impact entre le passage LMNP vers LMP. Vous avez de nombreuses conséquences, un changement de calcul des plus-values, l'immatriculation à l'URSSAF. Si vous avez un déficit constitué alors que vous étiez sous un statut LMNP, vous n'allez pas pouvoir déduire ce déficit des loyers LMP. Donc, il y a de nombreuses conséquences que je ne suis pas rentré dans le détail de l'ensemble des conséquences, mais effectivement, il va y avoir d'autres conséquences également. Alors, Sébastien nous redit sauf en RP. Alors là, je ne vois pas par rapport à quoi. Je ne sais pas là. Alors, Bernard, en entreprise individuelle au régime réel, les travaux sont facturés à l'entreprise individuelle, mais la grange avant travaux est en nom propre. Alors, l'entreprise individuelle est non pas une société, mais une entreprise en nom propre également. Donc, en tout état de cause, pour moi, dès lors que vous êtes au régime fiscal du réel, de toute façon, vous allez pouvoir amortir les travaux de transformation de la grange en location de courte durée. J'en profite pour vous donner une petite astuce. Si vous transformez la grange pour faire de la location courte durée, ne demandez pas un changement de destination de la grange vers de l'habitation, un changement d'usage. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans les subtilités du changement d'usage et de destination, mais demandez directement un changement de destination vers une destination et une sous-destination. Autre meublé, c'est location hôtelière et autres meublés de tourisme, la sous-destination qui va bien. Je vous le dis, faites ça directement si ce n'est pas trop tard. Ensuite, on a Jules qui nous dit « Bonjour, les recettes LCD et LLD, location longue durée en meublé, sont différenciées dans les recettes totales pour ne pas passer en LMP. Non, on ajoute les recettes courte durée, les recettes longue durée pour apprécier le seuil global de passage en LMP. À savoir, si on fait 15 000 recettes en LLB et 10 000 en LCD, est-ce que je passe socialement en LMP? 15 plus 10, 25. Donc, ah oui, 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 je vois où on en vient sur un point qui pour moi n'est pas réglé non plus, parce que vous êtes en dessous de 23 000 en location courte durée, 10 000, mais vous êtes globalement au-dessus des 23 000 quand on additionne 10 plus 15, 25. Donc, est-ce que vous êtes socialement LMP? Deux hypothèses. Soit les 25 sont également supérieurs à vos revenus d'activité dans votre foyer fiscal, et là, vous êtes LMP tout court, donc pas uniquement socialement, mais fiscalement. Soit vos revenus d'activité professionnelle sont supérieurs à 25 000, et là, vous êtes théoriquement fiscalement LMNP, mais socialement, point d'interrogation. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à ce jour trouvé le texte qui autorise l'URSSAF à venir vous dire que dès lors que vous faites plus de 23 000 € en revenus globaux meublés, alors qu'une partie de ces revenus est constituée de location courte durée, vous passeriez sous les fourches de l'article L611-1 du Code de la sécurité sociale. Ce n'est pas, quand on lit le texte, ce que dit ce texte. C'est l'interprétation de l'URSSAF. Et un décret devait venir conforter tout ça. Ce décret, à ma connaissance, à ce jour, n'est jamais paru.
Voilà, donc je vous souhaite bien du plaisir là-dessus. Et encore une fois, je vous souhaite d'avoir un bon expert comptable qui posera les bonnes questions à l'URSSAF, sachant que si vous posez la question à l'URSSAF, ils vous répondront, bien sûr, bienvenue chez nous, vous allez payer des charges sociales. Ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent autre chose. Cindy nous dit, je suis enregistré à l'URSSAF avec Siret pour des chambres d'hôtes, mais je modifie les chambres en gîte cette année et le CA sera inférieur à 23 000. Est-ce que je peux résilier mon Siret et déclarer que en LMNP? Vous pouvez tenter. Je pense que l'URSSAF ne vous laissera pas partir. Voilà, je vous le dis tout net. Il y a peu de chances que l'URSSAF vous dise au revoir. Mais ça se tente avec l'aide de votre expert comptable. Alors, Nielsen, en LMP, paye-t-on également les PS, donc les prélèvements sociaux, PS, pour les férus d'acronymes. Voilà, PS, c'est pas le Parti socialiste, pas uniquement, c'est aussi les prélèvements sociaux en France. Et donc, une fois l'URSSAF payé, non, 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 non. En fait, c'est une excellente question, j'y avais pas pensé tout à l'heure. Soit vous êtes loueur meublé, non professionnel, et vous payez potentiellement, lorsque vous allez dégager un bénéfice imposable sur vos locations meublées, des prélèvements sociaux à 17,2%, donc sur votre bénéfice. Mais tant que vous êtes loueur meublé non professionnel en déficit, vous aurez un joli zéro et IR sur zéro, ça fait zéro, et 17 d'autres prélèvements sociaux sur zéro, ça fait zéro. Soit vous êtes en loueur meublé professionnel, et si vous êtes en déficit, vous aurez un forfait de charges sociales, environ 1300, 1500 euros par an. Mais quand vous dégagerez du bénéfice, vous paierez des cotisations sociales de 35 à 40%. Alors, il y a plein de cotisations distinctes. Il y a 8, 9, 10 cotisations différentes. Sécurité sociale, retraite, allocation familiale, formation continue, etc., etc., avec des taux différents suivant les seuils de revenus. Mais globalement, les charges sociales remplacent heureusement les prélèvements sociaux. D'accord? Et une différence de nature, c'est que les charges sociales vous ouvrent des droits à des prestations, tandis que les prélèvements sociaux en France vous ouvrent le droit de contribuer à essayer de rembourser le trou de la sécurité sociale. Fin de l'histoire. Alors, encore une question. Peut-être pour terminer, il y a une question qui est Oui, revenue et qu'on nous a déjà posée, c'est un peu par rapport aux zones d'ombre d'Airbnb. Il y oui. a MC qui nous demande comment faites-vous pour justifier le chiffre d'affaires brut total Airbnb, sachant qu'on n'a pas de justificatif complet pour cela à ce jour. Ils fournissent que des factures des frais de service. Alors là, effectivement, on entre dans une vraie problématique. Euh, euh, pour moi, le chiffre d'affaires réalisé, c'est évidemment le chiffre d'affaires avant la déduction des frais de service. Airbnb vous facture, même s'ils les retiennent directement, ils vous facturent en fait des frais d'intermédiation. Airbnb, c'est une plateforme d'intermédiation. D'ailleurs, ça nous entraînerait sur d'autres débats puisqu'ils ont réussi à échapper au statut d'agent immobilier, alors qu'en fait, ils mettent quand même en relation quelque part les loueurs et les voyageurs. Mais bon. Donc, pour moi, le chiffre à déclarer, c'est le chiffre brut avant les frais de conciergerie, les frais de plateforme, etc. Sur le justificatif, malheureusement, bah, je sais, j'ai pas plus d'infos que ça sur la façon. Quel justificatif déclarer? Pour moi, sur la plateforme Airbnb, vous devez être en mesure quand même normalement de connaître votre chiffre d'affaires global, si je ne vous dis pas de bêtises, puisque vous êtes informé du montant total. Moi, je le vois, même si j'ai une conciergerie, je reçois quand même par mail le montant global de la location avant le prélèvement, même quand il y a une conciergerie qui est payée directement par Airbnb, puisque ça, c'est une fonctionnalité que permet Airbnb, eh bien, quand bien même, je sais que le montant que je dois déclarer, c'est pas le montant après déduction des frais de conciergerie, c'est le montant avant. Ça, c'est pour l'appréciation du seuil. Attention. Pour le calcul, alors là, c'est vrai que c'est pas super clair, même pour moi. Je vous le dis très honnêtement, parce que j'ai tendance à m'en rapporter à mon expert comptable. Moi, je procède pas moi-même au calcul. Je lui donne tous les papiers et il se débrouille. Voilà. Donc, c'est un peu la solution de facilité. Désolé. Malheureusement, je peux pas vous. Tout ce qui est un petit peu, comment dire, les mains dans le cambouis, dans le détail du calcul, j'estime pour le coup que c'est vraiment le ressort de l'expert comptable, à condition de lui fournir un maximum d'éléments, bien évidemment.
Alors, oui, et puis en plus, c'est pas la même chose sur Booking et Airbnb. Tout à Mmh. fait d'accord avec vous. On n'a pas de facture ou justificatif de CA global. Alors ça, Sophie nous dit: «Oui, on peut éditer un rapport annuel de revenus bruts sur Airbnb». Ah bah, moi, je sais pas où ça se trouve, hein, mais bah, quel papier? Je lui donne, Les détails, les non? Les le détails de détail des chaque réservations. réservation. Mmh. Voilà, exactement, exactement. Très bien. Voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être mettre, du coup, ma slide de fin? Bien sûr, on Puisque y tout va. à l'heure, on nous demandait, voilà, pour les coordonnées. Heu Voilà. Voilà, donc je pourrais encore vous en parler longtemps. Encore une fois, retenez un principe. Si vous êtes en micro, vous n'avez pas eu besoin d'expert comptable et donc vous ne déduisez aucune charge réelle et vous allez pratiquer un abattement et l'impôt sera calculé sur ce qui reste après l'abattement. Si vous êtes au réel, vous avez besoin d'un expert comptable et là, malheureusement, je serais tenté de dire qu'il est un peu tard, hein. Vous serez en retard pour la déclaration. Pourquoi? Parce que les experts comptables, ils sont surbookés en ce moment. C'est-à-dire qu'ils sont en pleine période de déclaration. Donc tout le monde leur demande. En plus, ils vont avoir aussi les déclarations de société et les déclarations d'impôt sur la fortune immobilière, qui elles sont, je crois, courant juin. Donc en ce moment, c'est la pleine période pour les experts comptables. Et c'est vrai que pour remplir les déclarations de revenus, ça devient un peu chaud si personne n'a fait votre comptabilité alors que vous êtes au réel. Voilà, j'ai été ravi de faire ce webinaire. Vous pouvez me retrouver donc sur, mon site internet cabinet-boujard.com. Vous retrouverez le détail de mes prestations de services en tant que conseil pour investisseurs immobiliers. Alors je rentre dans les détails, bancaires, notaires, stratégie juridique et fiscale. J'ai pas eu le temps de vous parler des nouveautés de la on est vraiment parti vraiment à fond sur la fiscalité. C'est vrai. Sachez que il y a des nouveautés, on veut tenter de réglementer et de corseter encore plus la location courte durée. Vous devez réagir. Écrivez à votre député pour dire combien c'est pas bien de vouloir complètement sabrer vos locations courte durée. Moi-même, je prévois de poster un modèle de mail à envoyer à votre député, hein. Si vous ne faites rien, le projet le plus extrême, ça serait de limiter à 90 jours la possibilité de louer en courte durée dans les résidences secondaires. Et qu'est-ce qu'une résidence secondaire? C'est tout ce qui n'est pas la résidence principale en France. Donc, si vous achetez un studio où actuellement il n'y a aucune difficulté pour louer en courte durée, demain, si le projet de loi un peu extrême porté par certains députés venait à être adopté, vous passeriez de une année de location à 90 jours. Et le reste de l'année, on fait quoi? Bah, on laisse le logement vide. Autant vous dire que c'est complètement débile, je ne crains pas de le dire. Donc, renseignez-vous, informez-vous. Il y a des choses en ce moment qui sont importantes, il ne faut pas se laisser faire. Vous pouvez me retrouver également dans mon groupe Facebook Jurissimo Invest, qui est un groupe gratuit. Vous pouvez flasher le QR code. Alors j'espère que avec le petit Logify qu'on a, ça interfère pas avec le QR code. Mais vous pouvez flasher le QR code qui vous amènera directement sur la page de mon podcast Le droit d'investir, qui est un podcast audio, donc un fichier audio hebdomadaire pour investisseurs immobiliers, où je fais un focus, je vous délivre de l'actualité et c'est couplé à une plateforme de contenu additionnel où vous aurez des vidéos, des modèles de documents. Vous aurez également chaque mois un Zoom de 2 mois en live avec moi, où comme je l'ai fait aujourd'hui, je réponds pendant 2 heures en direct à toutes vos questions, puisque vous êtes par hypothèse abonné dans cette configuration au droit d'investir. Je réponds à toutes vos questions, à toutes vos problématiques en SCI, en nom propre, en fiscalité, en réglementation. La réglementation est pléthorique. Je ne vous ai pas parlé du DPE. Sachez qu'il est aussi dans les cartons une volonté d'assujettir les locations courte durée à la réglementation sur le diagnostic de performance énergétique. Alors que pour l'instant, vos locations courte durée y échappent. Là encore, ça peut créer potentiellement de grosses difficultés. Vous le voyez, vous devez vous tenir informé perpétuellement. Moi, je fais cette veille chaque jour pour vous. Et donc, voilà, c'est la raison pour laquelle je vous invite à rejoindre le droit d'investir. En plus, si vous êtes au réel, sachez que le coût de l'abonnement est déductible de vos revenus locatifs meublés, bien évidemment. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter, Clara? Ben non, je pense qu'on peut, finir comme ça. En tout cas, c'était vraiment parfait parce que vous avez répondu à un maximum de questions. On a un peu dépassé le timing,
mais il y a tellement de choses à dire à ce sujet, on n'a même pas su rebondir énormément sur l'actualité alors qu'il y a matière à débattre. Donc, peut-être l'occasion de refaire un webinaire. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intérêt, que les gens posaient pas mal de questions. Donc, on essaiera de reprendre aussi ça peut-être dans un blog, reprendre les exemples que vous avez donnés qui étaient super intéressants. Et peut-être l'année prochaine, on le fera plus en amont. Comme ça, ceux qui n'ont pas encore contacté leur expert comptable pourront s'y mettre. Mais non, Ah je oui, pense qu'on peut, mieux on vaut peut tard que jamais, mieux vaut tard que jamais. c'est ça. Mais merci encore d'avoir été avec nous. C'était vraiment très, Avec très plaisir. intéressant. Pour celles et ceux qui sont intéressés par notre plateforme, pour la gestion de leur location, n'hésitez pas, il y a 7 jours d'essai gratuits qui vous engagent à rien, pas besoin de mettre la carte bleue et comme ça, vous pouvez voir toutes les fonctionnalités. On a un service client en français qui a un accent peut-être moins fort que le mien, et ça devrait être super. Il y a plein de choses à faire avec Logify. Vous pouvez créer votre site web, on vous accompagne constamment et on essaye aussi de mettre pas mal de ressources en ligne en français, donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Et puis je pense on peut clore comme ça, on a un petit peu dépassé, donc merci beaucoup et merci à toutes ces personnes qui ont participé, qui ont posé des questions. C'était vraiment super pour un premier Merci webinaire à vous également pour les francophone. questions parce que c'est toujours beaucoup plus agréable de voir qu'on a des questions, Tout à fait. plutôt que de faire une sorte de cours. Moi, je suis pas trop dans la logique du cours. Ah oui, oh là là, je vois qu'il restait, C'est ça. encore Ce que plein je de vais faire, je questions vais les que je n'avais noter et pas comme vues. ça, on essaiera de faire un blog Je ne les post avais où pas vues. Oh là là! il y avait Questions, pas mal ah de oui, questions. encore des Bon, questions de sous-location professionnelle en d'accord, d'accord. on sait qu'on Station peut faire un deuxième d'hiver, la webinaire. municipalité. Ah oui, il y aura de la matière, il y Il y a de aura de la la matière. matière effectivement. Les Heu questions ne seront pas perdues, on va bien les Limite de garder. location, ah oui, bah alors la limite de location à 120 jours pour l'instant, c'est uniquement dans la résidence principale et elle s'applique uniquement dans les zones réglementées. Si vous êtes dans une zone non réglementée, vous pouvez louer autant de jours que vous voulez, bien évidemment. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, et donc ça sera avec un grand plaisir, pourquoi pas, que Clara pourra organiser de nouveau prochainement un webinaire. Merci beaucoup à vous. Je pense qu'on peut clore comme ça. On va terminer le direct et on vous renverra ça si vous voulez le partager avec des amis ou quoi que ce soit. Ça peut intéresser aussi vos amis. Voilà. Merci beaucoup encore une fois et merci à tout le monde d'être resté un peu plus tard. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.